Plongeons à présent dans un monde obscur, celui de la pègre japonaise. Les bandes criminelles organisées, celles des Yakuza. Alors ils fascinent, mais ne sont-ils plus que l'ombre d'eux-mêmes? Depuis 30 ans, leur nombre a chuté, un tiers en moins par rapport aux années 90. On en parle avec notre invité Jérôme Pierrat, journaliste, écrivain, spécialiste du crime organisé, du grand banditisme. Alors vous avez préfacé ce livre, Confession d'un Yakuza. Un Yakuza qui n'est autre que Masatoshi Kumagai, un des plus grands parrains du Japon, un boss qui dans ses quelques 300 pages se dévoile, il témoigne de manière étonnante. Qui est-il, cet homme ? Masatoshi Kumagai, c'est aujourd'hui sans doute l'un des deux plus gros boss de Tokyo. Il règne sur la moitié ouest de la ville. Il est à la tête d'une organisation, alors je ne vais pas peut-être rentrer dans les termes, mais qui s'appelle Inagawa Kai, qui comporte à peu près 5000 membres. Donc voilà, c'est un parrain de la mafia japonaise. Et qui, effectivement, très étonnamment, a accepté de se raconter un petit peu dans ce livre. Et sur son parcours, mais aussi sur sa vision des Yakuza, de leur organisation et de ce qu'ils vont devenir. Et alors justement, pourquoi c'est étonnant? Parce qu'en fait, moi je m'attendais à trouver un ouvrage truffé de drogue, de prostitution, de trafic en tout genre. Je ne vais pas dire que j'étais déçue, parce qu'en fait, il y a un autre aspect extrêmement intéressant que j'ai découvert. C'est presque toute cette philosophie qui est intégrée dans ce milieu de la pègre japonaise et en tout cas défendue par ce boss. Oui, alors effectivement, la pègre japonaise, elle va puiser dans des traditions un peu ancestrales, dans des codes d'honneur qu'on dit hérités des samouraïs, le fameux Bushido, etc., qu'ils ont un peu transformés, mais qui véhiculent effectivement, tu as un peu les mêmes valeurs de courage, de détermination, d'abnégation, de sacrifice, d'obéissance, d'honneur, enfin, tout ce qu'on imagine un peu chevaleresque, alors qui colle difficilement avec l'image qu'on a des mafieux, mais effectivement, alors chez eux. Et Masatoshi Kumagai est une espèce de gardien de cette tradition qui, on va pas se leurrer, disparaît quand même d'année en année. C'est-à-dire que les mafieux japonais deviennent comme les autres mafieux, avec un peu moins de valeur et un peu moins de code d'honneur. De code d'honneur, on va dire qu'il a un peu disparu au passage. Mais lui, voilà, prône ça, effectivement, ce qu'on appelle l'otokogi, la voix de l'homme, le ninkyodo, c'est-à-dire les devoirs et les droits qu'ont les voyous, en gros. Et alors, je parlais de philosophie parce qu'en fait, lui-même, puisque c'est un témoignage, fait pratiquement tout au long du livre un parallèle avec ce que devrait être le monde de l'entreprise, la façon dont justement quand on dirige une entreprise, quelle qu'elle soit mafieuse ou civile, on devrait faire comme ça. C'est une vraie leçon de management, effectivement. Pourquoi ? Parce que les organisations criminelles japonaises sont calquées exactement sur le modèle d'une entreprise. C'est ce qui différencie en gros une mafia de la pègre classique. La pègre classique, vous arrêtez le chef de bande, tout le monde disparaît. Les mafias sont des entreprises, enlever le boss, la structure survit. Et donc l'entreprise survit. Et effectivement, ils ont des organisations qui sont tellement importante, tellement structurée, on parle de milliers d'hommes, donc il y a des boards, il y a des bureaux, des conseils d'administration, il y a des directeurs financiers, des directeurs de la sécurité, etc., etc. Donc c'est exactement structuré comme une boîte. Et pour faire régner l'ordre dans une boîte qui, en plus, est composée de hors-la-loi, vous imaginez bien qu'il faut un peu de discipline. De discipline et pas forcément de force, mais d'intelligence, de réflexion. Enfin... Voilà, justement, il dit comment amener des gens, en plus, à faire des choses illégales pour vous, à se sacrifier, parce que là, l'enjeu... On n'est pas dans une promotion, on est dans vous allez passer le restant de votre vie en prison ou vous faire tuer pour moi. Il va falloir que je vous incite à le faire. Plus largement, au-delà de ce livre, 1992 a été une année clé, un tournant dans l'histoire de cette mafia japonaise, avec une loi anti-mafieuse notamment qui n'a cessé depuis d'être amendée, toujours plus dure. Expliquez-nous pourquoi Tokyo aujourd'hui ne ferme plus les yeux sur ce grand banditisme, alors que durant des décennies, il l'a fait. Alors, il y a eu quand même un gros coup de poing sur la table. Après, on parle de 1992, c'est pas pour rien. Il y a eu une grosse crise économique au Japon, qui a éclaté avec la bulle économique. Il y avait eu de la spéculation, une bulle économique qui a explosé au début des années 90. Le Japon a plongé économiquement, en partie dû à ces garçons qui avaient fait des lignes de crédit de milliards de yens qu'ils n'ont jamais remboursées. C'est à eux qu'on doit en partie les problèmes économiques au Japon. Et donc, pour une fois, sous la houlette quand même des Américains, du grand frère américain, qui a tapé un peu du poing sur la table en disant... Voilà, en disant... Je tape du poing sur la table aussi. Non, mais voilà. Et donc, du coup, ils sont un peu réveillés. Ils ont dit OK. Et parce que aussi, ils parasitaient de plus en plus l'économie légale. Jusque-là, ils s'occupaient des plaisirs, du jeu, de la drogue, des filles. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi ? Et aujourd'hui, ils sont dans la bourse, le retraitement de déchets, la construction, le bâtiment. Et là, ça touche à l'économie légale et ça fait un peu plus peur à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme Pierrat. Donc, c'est un entretien avec Tadashi Mukaidani que ce boss s'est confessé. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.